Bonjour à tous, c'est Antoine d'Acer Actu et aujourd'hui je vous fais une vidéo de test de l'Acer Liquid Z6 Plus. Il faut savoir dans un premier temps que l'appareil a été annoncé en septembre 2016 lors de l'IFA à Berlin et que c'est le premier smartphone de la marque Acer à adopter un lecteur d'empreintes ainsi qu'un design en aluminium. Dans un premier temps, je vais évoquer les points que la marque a souhaité mettre en avant sur la fiche produit de cet appareil, puis par la suite nous allons rentrer plus profondément dans le test. Aluminium brossé. En plus d'être élégante, la coque en métal protège votre téléphone. Coque en verre incurvé. Profitez d'un toucher plus agréable grâce à une coque plus ergonomique utilisant du verre 2,5D. Capteur d'empreinte digitale. N'oubliez plus votre mot de passe grâce à la fonctionnalité d'identification d'empreinte digitale. 48 heures d'autonomie. Travaillez pendant 2 jours sans avoir besoin d'effectuer de recharge grâce à la puissante batterie. Ici, la marque souhaite clairement mettre en avant le design de l'appareil, son lecteur d'empreintes ainsi que son autonomie. Nous allons maintenant passer aux caractéristiques de cet Acer Liquid Z6 Plus. Il faut savoir qu'il possède un écran d'une diagonale de 5,5 pouces d'une résolution Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels. En ce qui concerne son processeur, nous avons ici un processeur 8 cœurs cadencé à 1,3 GHz. C'est un processeur de chez MediaTek, c'est le MT6753. Il est épaulé par la puce graphique Mali T720 MP3. Il possède 3 Go de mémoire vive, 32 Go de mémoire interne extensible par microSD. En ce qui concerne ses caméras, sa caméra frontale fait 5 millions de pixels et est grand angle. À l'arrière, nous avons une caméra de 13 millions de pixels équipée d'un flash LED dual tone. En ce qui concerne la connectivité, nous avons ici de la 4G LTE de catégorie 4, c'est-à-dire jusqu'à 150 Mbps. Il faut savoir que cet appareil possède quasiment toutes les fréquences qui sont utilisées en France. Pourquoi je dis quasiment? Tout simplement parce qu'on a la fréquence 700 qui commence à être utilisée. Donc pour l'instant c'est assez minime et cet appareil ne la supporte pas. Le seul opérateur à l'utiliser aujourd'hui est Free Mobile et pour l'instant ce n'est qu'en Île-de-France. Il a également le Bluetooth 4.0, Low Energy. Il est équipé du Wi-Fi. Ce téléphone est également compatible USB on the go. Donc on peut y brancher une souris ou par exemple un clavier et je vais vous en faire la démonstration très rapidement tout de suite. Voilà, donc j'ai branché l'adaptateur USB OTG avec une petite souris sans fil et on voit que la souris apparaît à l'écran. Donc le téléphone est bien compatible avec cette norme. Donc on peut connecter des clés USB, des souris, des claviers. Par contre, il faut savoir que les clés USB, il faut qu'elles soient formatées en FAT32, tout simplement parce qu'ils ne supportent pas le exFAT ni le NTFS. Donc les disques durs, ce ne sera pas possible de les connecter dessus. Ensuite, l'appareil tourne sous Android Marshmallow. Il est équipé des applications de la surcouche Acer, AcerNav, Quick Alert et Tutoriel Acer, dont je parlerai plus tard dans le test. En ce qui concerne sa batterie, il a une grande batterie de 4080 mAh qui n'est malheureusement pas amovible. Ses dimensions sont de 153,8 mm de hauteur, 75,6 mm de largeur et 8,5 mm d'épaisseur pour un poids de 169 grammes. Maintenant, nous allons passer de plus près au design de l'appareil. On va commencer bien évidemment par la face avant. On y retrouve son verre 2,5D. Donc il est un peu incurvé sur les côtés, ça donne un toucher sympa et ça donne une certaine élégance à l'appareil. Nous avons ici sa caméra frontale de 5 millions de pixels, l'écouteur. Juste ici, on ne les voit pas malheureusement, mais on a les capteurs de luminosité et de proximité, ainsi que sa LED de notification. On peut retrouver son grand écran de 5,5 pouces, ainsi que le lecteur d'empreintes avec un cerclage effet aluminium. Il faut savoir que ce lecteur d'empreintes est cliquable, et quand on clique dessus, ça permet d'avoir la fonctionnalité de la touche Home qui est juste ici, juste au-dessus à l'écran. Sur le haut, on peut retrouver la prise jack 3.5. Sur le bas de l'appareil, on retrouve la prise micro USB, son haut-parleur ainsi que son microphone. Donc il faut savoir que ces trous-là sont faits pour une question d'esthétique, tout simplement parce que le téléphone
n'est pas dual speaker, donc n'a pas deux haut-parleurs. Du côté droit, on peut retrouver le bouton volume plus moins ainsi que le bouton power on off. Du côté gauche, nous avons la fente pour retirer la carte SIM que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Et à l'arrière, on retrouve la caméra principale de 13 millions de pixels. Donc on voit ici aussi qu'on a un espèce de cerclage effet aluminium autour, tout comme autour du flash LED Dualtone. Nous avons le logo Acer, ainsi que le marquage des différentes certifications. Donc il faut savoir que ces deux parties sont en plastique pour pouvoir laisser passer les signaux de téléphonie mobile, du Wi-Fi et du GPS par exemple. Tout ça, c'est en aluminium. Donc ça donne un aspect assez premium au téléphone. Et on a un espèce d'effet, ici avec des traits dans ce sens-là, un effet stylistique, ce qui nous donne un design assez joli. Donc je vais essayer de vous montrer ça à la caméra, je ne sais pas si ça se verra. Je vais essayer de jongler avec les reflets. Donc voilà, là on voit assez bien. Et je trouve que ça fait un aspect assez premium. Maintenant nous allons voir à quoi ressemble le slot SIM de l'appareil. Pour cela, on a besoin de l'épingle qui a été fournie dans la boîte avec. Et il faut l'insérer dans le petit trou juste ici. Alors le slot SIM se présente de cette manière-là. Nous avons ici, donc le téléphone, il faut savoir, il est dual SIM ou mono SIM, donc il fonctionne avec une seule carte SIM et micro SD. On peut bien sûr aussi l'utiliser uniquement avec une seule carte SIM, ça ne pose pas de problème. Donc les cartes SIM sont au format nano. On met ici la première, la deuxième dans le même sens ici. Et si on veut utiliser le téléphone avec une seule carte SIM et une carte micro SD, on met la carte micro SD juste ici. Mais on ne peut malheureusement pas avoir de dual SIM et de slot micro SD à la fois sur ce téléphone-là, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, pour remettre le slot SIM, rien de plus simple. Il faut l'enfoncer de cette manière-là. Nous allons maintenant passer à l'image et le son de cet appareil. Donc pour rappel, cet appareil a un écran de 5,5 pouces d'une résolution Full HD, comme je l'ai déjà dit dans l'introduction. Il est 0 air gap, ce qui équivaut à du OGS chez toutes les marques, ce qui veut dire que l'écran est collé à la dalle tactile, ce qui permet d'éviter les reflets entre l'écran et la dalle tactile, et ça préserve la luminosité de l'écran. La dalle tactile, quant à elle, est très réactive. Elle supporte un multitouche jusqu'à 5 doigts, un classique comme d'habitude. Son haut-parleur est bien sûr juste ici, donc uniquement ici. Là, on n'a pas de son qui sort malheureusement. Nous avons ici la prise jack et son écouteur que l'on utilise pendant les conversations téléphoniques. Donc qu'est-ce que je peux dire sur tout ça? Le son délivré par l'écouteur est d'une bonne qualité lors des conversations téléphoniques, donc il n'y a aucun souci sur ce point-là. Mes correspondants n'avaient pas de mal à m'entendre non plus, donc ce qui est très bien. Son haut-parleur a un son assez puissant à fond, il ne sature pas trop. Ce qui est bien, c'est qu'il est placé sur cette tranche, juste ici, ce qui permet de pouvoir poser le téléphone et écouter de la musique sans étouffer le son. En revanche, le placement du haut-parleur à cet endroit a un inconvénient, tout simplement parce que quand on joue, si on tient l'appareil comme ça, on risque de boucher le son tout simplement et on n'entend quasiment plus rien. Ou quand on visionne un film par exemple. Au niveau de la prise jack, le son est tout à fait correct. Il faut savoir que celle-ci est au format CTIA. Et les écouteurs fournis avec le téléphone, qui sont des intra-auriculaires, nous donnent un bon son également. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration de la caméra de cet appareil. Donc, je vais prendre en photo deux petites figurines, donc Titi et Gros Minet. Donc une seule fois avec flash, une seule fois sans flash, une autre fois avec flash. Et on va voir ce que ça donne. Et maintenant avec le flash. Donc nous allons dans un premier temps regarder le cliché qui a été réalisé sans le flash. Donc la qualité reste acceptable. Par contre, il y a un léger flou malheureusement.
Les couleurs sont plutôt réalistes, ce qui est bien, mais rien d'exceptionnel. Avec le flash LED, bon, le focus ne s'est pas très bien fait également. Donc je pense que c'est un raté. On va refaire la photo pour voir si c'est un raté ou si c'est la caméra qui fait n'importe quoi, dans n'importe quelle condition. Voilà, donc avec le flash LED, on a quelque chose qui est moins flou. On a plus de couleurs, tout simplement. Les couleurs sont très bien respectées. Et là, il n'y a pas grand-chose à dire. La qualité, elle est plutôt au rendez-vous. Donc après, ça sera à vous de juger parce que je mettrai les échantillons photos dans la description de cette vidéo. Ensuite, je vais vous montrer quelques autres photos que j'ai pu prendre avec cet appareil-là, dans différentes conditions. Alors, on va commencer par des photos prises de jour. Je vais activer la rotation automatique. Voilà, donc ici, j'ai pris une photo d'un grand rocher. La qualité est plutôt au rendez-vous, comme vous pouvez le voir. Les couleurs sont plutôt bien respectées. Donc toutes ces photos seront en échantillon dans la description de cette vidéo, donc il n'y aura pas de souci, vous pourrez les regarder et vous pourrez en juger de vous-même. Ensuite, j'ai pris en photo un bâtiment. La netteté est plutôt également au rendez-vous et les couleurs sont également respectées. Voilà, j'ai une autre photo comme ça aussi. Toujours très nette, les couleurs sont belles. Après, il faut savoir une chose, c'est qu'en fonction de l'endroit où on fait le focus, ça peut influer sur la luminosité de la photo. Donc ici, j'ai pris deux photos identiques en faisant le focus à deux endroits différents. Et donc ça change la luminosité de la photo. Donc clairement, celle-là, elle est un peu sombre et celle-là, elle est un peu plus lumineuse. Niveau netteté, c'est correct. Voilà. Une autre photo. Ici, on a une netteté qui est plutôt bonne. Par contre, je trouve que le ciel, il est un peu trop bleu, parce qu'il n'était pas aussi bleu. Et un ciel aussi bleu, c'est très rare, même ça n'existe pas. Après, c'est pas moche, mais c'est pas vraiment naturel. Une autre photo. Voilà, donc les détails sont plutôt présents. Et voilà, par exemple, ici, une photo où j'ai fait, bon, la photo, je l'ai faite depuis un parc. Et donc, on peut voir les Pyrénées. Et là, je trouve que le résultat, il est plutôt satisfaisant parce que les Pyrénées, on les voit plutôt bien. Les branches d'arbres sont plutôt nettes. Donc, niveau netteté, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand le focus se fait bien, les photos sont bonnes. Donc, quand je dis quand le focus se fait bien, il y a des ratés de temps en temps, mais c'est assez rare. Voilà un petit tronc d'arbre. Également, ici, nous avons deux photos qui ont été prises en mode automatique. Et j'avais changé l'endroit du focus. Donc, niveau netteté, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, en changeant le mode, en remplaçant le mode automatique par le mode lumière du jour, la photo était devenue beaucoup plus réaliste. Donc il faut savoir que le mode automatique ne choisit pas toujours les bons paramètres. Et il faut faire attention à ça parce que ces deux photos-là sont clairement moches. Et celle-là, elle est plutôt jolie. Voilà, une petite photo de nuit. Donc c'est normal, il y a un léger flou, enfin un flou assez prononcé. Mais pour moi, pour une photo nocturne, ça reste plutôt correct. Après, ça sera également à vous d'en juger. Voilà une autre photo. Donc il y en a une qui a été réalisée avec le mode nuit et une autre qui a été réalisée avec le mode automatique. Donc je vois pas trop de différence. Une autre photo de nuit, cette fois avec le flash LED si je me trompe pas. Voilà, une photo d'une grande roue. Donc ça reste plutôt net. Là les couleurs sont clairement au rendez-vous tout simplement parce que les illuminations de la grande roue étaient vraiment colorées. Voilà. Donc de nuit, quand la scène est bien éclairée, la netteté elle est plutôt correcte. Ensuite, quand il fait vraiment sombre, ça devient très vite catastrophique. Ici, nous avons un résultat qui est plutôt satisfaisant aussi pour un téléphone sous la barre des 249 euros, pardon. Voilà, donc il y a une chose que je voulais vous montrer aussi. Nous avons la possibilité de faire des photos en rafale avec ce téléphone-là. Donc là, j'ai appuyé longtemps sur le déclencheur et ça m'a fait 40 photos.
Et comme vous pouvez le voir, dans la galerie, ça me fait une espèce de photo animée parce qu'on a les guirlandes qui clignotent. C'est assez sympathique. Voilà, donc ici, on va avoir un tramway qui se déplace. Donc malheureusement, ça, je ne pourrais pas le mettre dans les échantillons. Tout simplement parce que votre ordinateur ne les affichera pas comme ça, parce que c'est une succession de photos. Et voilà, dans l'autre sens aussi. C'est assez sympathique comme mode. Je vais vous montrer comment l'utiliser un peu plus tard. Et ici, on voit aussi le fait qu'en fonction de l'endroit où on fait le focus, bah, la luminosité de la photo change. Niveau netteté, ça reste tout à fait correct. On arrive même à lire ce qui est marqué sur la façade. Auto 2000, mécanique, carrosserie, neuf et occasion. Voilà, on peut même lire ce qui est marqué sur la vitre. Bon, on ne peut pas lire par contre les plaques d'immatriculation. Après, ça reste du 13 millions de pixels. Je pense qu'on peut lire le panneau juste ici. Ouais, donc là, on voit très bien la façade. On peut même lire les panneaux qui sont marqués ici, donc toutes les directions et les buges. Voilà, pardon, j'avais oublié de faire le focus sur la caméra. Et de toute manière, je me répète encore et encore, toutes ces photos seront dans les échantillons. Je pense que j'ai fait le tour des photos que j'ai voulu vous montrer. Ouais, concernant les photos que je voulais vous montrer, c'est bon. Et maintenant, nous allons passer à l'écran. On va voir ça avec une petite vidéo sur YouTube. Ça vous permettra de voir la qualité de l'écran ainsi que la qualité du son. Voilà, donc le son sort bien d'ici. Si je bouche ces trous-là, on n'aura plus de son, ou quasiment plus rien. Vous allez le voir tout de suite. Je vais attendre qu'il y ait un peu de musique quand même, parce que sinon ça ne s'entendra pas. Donc voilà, ça c'est mon Wi-Fi qui déconne malheureusement. Voilà, donc si je bouge, on n'entendra quasiment plus rien. Et le son ne sort vraiment que d'ici, parce que si je bouge ici, ça ne change rien. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le son ne sature pas et l'image est plutôt de bonne qualité. En revanche, l'écran a une luminosité au maximum qui n'est pas exceptionnelle. En plein soleil, on arrive à voir ce qui est marqué dessus. Mais bon, il existe des écrans bien plus lumineux. Personnellement, je trouve pas ça très gênant, mais il faut quand même le souligner parce qu'il y a beaucoup de téléphones aujourd'hui sur le marché qui ont une luminosité supérieure à celui-ci. Nous allons maintenant passer à la colorimétrie de l'écran avec l'application Screen Test. Donc voilà, les blancs tirent un tout petit peu vers le bleu. Euh, Personnellement, je trouve pas ça gênant. Après, il y a un site rédactionnel qui a dit que l'écran de ce téléphone était vraiment mauvais. Personnellement, pour moi, il n'est pas mauvais. Peut-être que j'ai pas assez de recul, tout simplement parce que je ne teste que du Acer. Donc, j'ai pas d'autres téléphones, enfin, j'ai pas de téléphone d'autres marques en main très souvent. Mais personnellement, je ne trouve pas l'écran catastrophique. Mais il faut savoir que le site FR Android a dit que l'écran tirait vraiment vers le bleu. Euh, Dans mon usage, au début, j'avais vu que l'écran tirait un peu vers le bleu,
mais ça ne me gênait pas au quotidien. Donc après, c'est à vous de voir. Les noirs sont plutôt profonds, donc les gris sont gris. Les rouges sont bien évidemment rouges. Au niveau des contrastes, on voit clairement la barre la plus foncée et la barre la plus claire, donc il n'y a pas de souci. Au niveau des couleurs, c'est la même chose, donc l'écran est bien contrasté. Nous allons maintenant, donc il faut savoir, donc on est encore dans la partie image et son, et il faut savoir que cet appareil n'a malheureusement pas la technologie DTS Studio Sound ou la technologie DTS HD. Donc c'est un traitement sonore qu'on peut activer et désactiver sur la plupart des téléphones Acer. Celui-ci ne l'a pas. Personnellement, cette technologie, je ne l'utilise pas, mais en général, celle-ci permet de régler les basses, le treble si je ne me trompe pas, et choisir des égaliseurs prédéfinis. Donc ici, on n'a malheureusement rien. Donc si on va dans son, on ne l'a pas. Et donc, il ne sera pas ajouté, enfin, il n'y en aura pas, tout simplement parce que la marque a estimé que c'était pas nécessaire de le mettre, et il ne faut pas espérer attendre une mise à jour logicielle qui le rajoute, il n'y sera pas, un point c'est tout. Maintenant, nous allons passer aux performances de cet appareil. Donc on va commencer par Antutu. Nous avons ici un score de 36 872 points. Bon, on peut arrondir ça à 37 000 points. Voici les différents scores en détail, les différents résultats en détail. Donc voilà, je vais... Voilà, donc si vous avez besoin de comparer avec votre téléphone, il vous suffit de mettre la vidéo en pause. Et qu'est-ce que je peux dire sur le score? 37 000 points, c'est le score d'un milieu de gamme fin 2016. Il n'a pas des performances qui sont exceptionnelles, mais c'est suffisant pour un usage au quotidien. Par contre, ça sera un peu juste pour du jeu 3D, notamment parce qu'il a un écran Full HD, ce qui demande plus de ressources qu'un écran HD. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ouvrais plein d'applications, et vraiment beaucoup de choses, l'appareil saccadait un peu, donc l'affichage au niveau du lanceur d'application était saccadé. Les applications n'étaient pas toujours très réactives. Donc là, je l'avais vraiment poussé à fond. Dans un usage normal, il n'y aura aucun souci. Il y a une autre chose que j'ai constatée, c'est que certaines applications, au lancement, elles plantaient et que ça mettait erreur et qu'il fallait les relancer. Donc j'ai eu ce problème-là avec Snapchat. Et puis c'est tout. Enfin, il y a peut-être d'autres applications qui m'ont fait ça, mais c'était quand j'en avais ouvert vraiment beaucoup. Donc dans un usage classique, ça ne devrait pas poser de problème. Nous allons maintenant passer à Epic Citadel. On va fermer toutes les applications ouvertes précédemment pour ne pas fausser le score. Et on va lancer le test. Donc voilà, cette application vous permettra aussi de revoir la qualité de l'écran de cet appareil, ainsi que la qualité du son. Voilà, donc le son ici est à fond. On va lancer le test. Et il faut juste patienter. Voilà, donc vous voyez ici, on a le nombre d'images par seconde. Et on voit qu'il est souvent en dessous des 30 images par seconde, ce qui est plutôt bas. Donc après, au niveau du résultat, en termes d'images par seconde moyen, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais à mon avis, ça ne sera pas terrible. Donc là, clairement, on voit des micro-saccades. Ce qui est quand même dommage. Il faut savoir que je réalise ce test en qualité maximale. Donc ça sollicite le téléphone au maximum. Donc il ne faut pas oublier que la plupart des jeux ne sollicitent pas autant le produit. Par contre, il faut bien se mettre dans la tête
que les jeux qui sortiront... Bon, j'ai remarqué que les jeux sous Android avaient des graphismes assez poussés, soit iOS d'ailleurs aussi à mon avis, mais que ça progressait pas trop. Mais n'espérez pas jouer avec une fluidité exceptionnelle aux prochains jeux qui sortiront d'ici 18 mois, j'ai envie de dire. Donc les jeux actuels, ça tournera très bien, mais ça sera vraiment à la limite du maximum du potentiel du téléphone, tout simplement. On va normalement bientôt avoir le résultat d'Epic Citadel. Voilà, nous avons ici un nombre d'images moyen par seconde de 26,6 fps en qualité maximale, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est tout juste, c'est passable, c'est juste passable. C'est quand même dommage, mais bon, c'est dû au fait que le processeur de ce produit est un MT6753, qui est un processeur qui est déjà un peu vieux, et l'écran Full HD ne lui facilite pas la tâche. Je vais vous faire encore une petite démonstration. Voilà, donc ici c'est fluide. Je vais aller dans un endroit où il y a pas mal de détails à charger pour le téléphone, et vous allez voir que ça sera vraiment saccadé. Et désolé pour les reflets à l'écran, hein. Bon voilà, par exemple ici, c'est pas mal. Et vous allez voir que c'est quand même assez saccadé. Malheureusement. On va maintenant ouvrir Real Racing 3. Pour voir les performances en jeu dans des conditions réelles. Par contre, je vais éteindre le son pour des questions de droit d'auteur. Et après, je le remettrai une fois que j'aurai désactivé la musique dans les paramètres de l'application, enfin du jeu. Il prend déjà un certain temps à charger. Bon. Ça va charger. Il n'y en a plus pour longtemps encore. Et on va voir que ça reste tout à fait jouable, mais qu'il y a des micro-saccades de temps en temps, malheureusement. Alors, je vais désactiver la musique. Et on va lancer une petite course. Je vais prendre la première voiture qu'il me propose. Et c'est parti. Vous voyez, ça reste tout à fait jouable. Par contre, niveau fluidité, il y a des micro-saccades. C'est pas réellement gênant à l'utilisation, mais si on passe d'un téléphone très puissant, euh, avec lequel on peut jouer sans aucune saccade, bah, les saccades vont vraiment se ressentir. Après, hein, je vous dis clairement, faut pas oublier que c'est un téléphone sous la barre des 250 €. Et je vais rester honnête avec vous, il existe des téléphones plus puissants dans cette gamme de prix, chez d'autres marques. Mais celui-ci,
reste quand même convenable pour un usage au quotidien. Mais pour les jeux, c'est pas le meilleur, si vous voulez. Je vais vous faire maintenant une petite démonstration avec Subway Surfers. Donc là, il n'y aura aucun souci. Donc pour vous montrer que les jeux plutôt basiques tourneront très bien sur cet appareil-là. Donc quand je parle de jeux basiques, je parle de ce jeu-là, des jeux du type Candy Crush Saga et Million Rush par exemple. Enfin voilà, je vais pas tous les faire non plus. On va voir avec celui-ci. Donc vous voyez, c'est tout à fait fluide. Là pour le coup, il n'y a aucun souci. Donc en ce qui concerne les jeux légers, bah ça tournera très bien, hein. Et heureusement d'ailleurs. Bon. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous parler de la surcouche présente sur cet appareil-là. Il faut savoir que d'année en année, la surcouche Acer s'amoindrit, ce que je trouve un peu triste quand même, mais bon, on peut rien y faire. Je vais commencer dans un premier temps par la caméra, qui n'est pas surcouchée, mais on a une caméra de type Mediatek ici. Qu'est-ce que je veux dire par Mediatek? Bah, ça veut dire que c'est la caméra sur les produits qui ont un processeur Mediatek quand la marque ne la surcouche pas, tout simplement. Et on a pas mal d'options dessus. Donc je vais vous les montrer tout de suite. On a HDR, le déclenchement avec les deux doigts. Donc on montre les deux doigts comme ça et après ça déclenche la photo au bout de 3 secondes ou quelque chose comme ça. Au niveau des effets, on a un tiroir qui est assez sympa. Tout simplement parce qu'on a plein d'effets. Vraiment beaucoup d'effets. Et on a un aperçu de ces effets-là en temps réel. Ce qui est vraiment sympathique. Comme ça on peut choisir le meilleur effet approprié. Après si vous voulez faire des photos, ce que je vous conseille c'est de les faire avec le mode classique et après faire de la retouche éventuellement sur votre PC. Mais le fait qu'on ait un aperçu des effets directement est vachement pratique. Ensuite, je vais remettre le mode normal. Comment faire? Voilà, aucun. Ensuite, nous avons ici quelques paramètres. On peut enregistrer les infos sur la localisation GPS, activer la beauté visage, donc le fameux mode qui lisse les traits du visage tout simplement, qui enlève les boutons, qui agrandit les yeux, enfin voilà. Exposition, on peut choisir l'exposition, quelque chose de classique. Le fameux mode scène. Donc voilà, quand je vous avais montré les différentes photos avec l'arbre, j'étais en automatique, celle qui était moche, et après j'avais testé en paysage, et c'était beaucoup plus sympa, tout simplement parce que le téléphone avait mal choisi le mode en automatique. On peut... Ah non, pardon, c'était la balance des blancs que j'avais choisi. C'était pas le mode scène que j'avais choisi, c'était la balance que j'avais choisi en lumière du jour. Quand il y avait les 3 photos d'arbres, les 2 qui étaient assez moches niveau colorimétrie, et celle qui était belle, c'est celle que j'avais faite avec la lumière du jour, tout simplement parce que le mode automatique n'avait pas bien fait son travail. Au niveau des propriétés de l'image, on peut choisir la netteté, la teinte, la saturation, la luminosité ainsi que son contraste. On a un choix d'anti-scintillement, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, on a un mode qui s'appelle ZSD, Zero Shutter Delay. Donc par défaut, ce mode n'est pas activé, mais je vous conseille vivement de l'activer si vous vous achetez ce téléphone-là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sans ce mode, vous allez voir, les photos prennent vraiment beaucoup de temps à se faire. Donc là, je vais faire une photo sans ce mode-là. Vous allez voir, je vais appuyer sur le déclencheur. Voilà, donc il y a eu une demi-seconde qui s'est déroulée entre le moment où j'ai appuyé sur le déclencheur et que la photo s'est faite. Et là, je vais faire pareil. Et là, vous voyez, c'est instantané. Donc, je vous conseille vivement d'activer ce mode-là. Par la suite, nous avons un mode anti-tremblement, la capture vocale avec différentes options. On a les mots capture et cheese pour déclencher les photos tout simplement.
On peut activer la détection de visage, le cliché sourire, donc si on sourit pour que la photo se déclenche automatiquement, détection scène auto, retardateur, capture continue, donc c'est ce dont je vous ai parlé avec les photos, donc quand je vous ai montré les espèces de photos animées, donc ça prenait les 99 photos que j'ai capturées et ça les enchaînait tout simplement et ça donnait une espèce de vidéo en slow motion, si on peut appeler ça comme ça. Après, c'est pas du vrai slow motion parce que, bon, on voit clairement le déplacement des sujets, enfin c'est pas fluide, ça fait comme ça, quoi, enfin je sais pas comment expliquer. On peut choisir la résolution de l'image, 13 mégapixels maximum. Si on se met en plein écran en 16 neuvième, on peut avoir du 9,5 millions de pixels au maximum. Donc tous mes échantillons, je les ai fait en standard. Et on a le choix de l'ISO. En ce qui concerne les paramètres vidéo, on a la réduction de bruit, l'EIS, je ne sais pas ce que c'est. On peut activer ou désactiver l'enregistrement du son. Voilà. Et on peut choisir la qualité. Donc haute qualité, si je ne me trompe pas, c'est du 1080p. Donc 1920 par 1080. Élevé, c'est 1280 par 720 pixels. Moyenne, c'est du 854 par 480. Et faible, ça doit être du 144p. Ensuite, je vais passer à l'application Acernav. Donc elle se situe juste ici. Donc c'est un GPS qui nous permet de naviguer en hors connexion avec les cartes de TomTom, ce qui est vraiment sympathique. Donc il fonctionne plutôt bien. Juste une seule reproche à faire sur cette application, c'est que si vous allez de France en Espagne ou de France en Allemagne, vous ne pouvez pas mettre directement, si vous êtes en France par exemple, vous ne pouvez pas mettre directement une destination allemande. Ça ne marchera pas. Donc il faudra passer la frontière, par exemple si vous voulez aller de Paris à Berlin en voiture, il faudra mettre une destination par laquelle vous allez passer en France, passer la frontière et après mettre Berlin par exemple. Donc c'est un peu dommage. Après on peut rien y faire et cette application a le mérite d'être là. Les autres marques ne proposent pas ça. Il faut également savoir qu'il y a Air Maps qui fait de très bonnes cartes. Mais ici, on a quand même les cartes de TomTom qui sont incluses gratuitement et qui sont normalement payantes si on télécharge une application de TomTom sur le Play Store ou qu'on achète bien sûr un GPS TomTom. Par la suite, nous avons l'application Tutoriel Acer, qui est tout simplement un guide du téléphone. Donc on a des petites vidéos, on a un guide pratique. Si on appuie sur guide pratique, on a différentes catégories et on a des explications concernant chaque fonctionnalité du téléphone, avec des captures d'écran très souvent, ce qui est vraiment sympa. Donc là, par exemple, on nous explique comment faire une capture d'écran sur son téléphone. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton Power On Off et le bouton Volume plus moins. Voilà, on a des captures d'écran partout. Donc là, par exemple, on nous explique comment ajouter ou supprimer un emplacement dans le widget météo par défaut. Donc celui qui est ici. On nous explique tout avec un texte. Et on a même des captures d'écran des boutons. Donc on ne peut pas se tromper, ce qui est vachement bien. Et par la suite, on a une toute nouvelle application intégrée sur les téléphones Acer qui s'appelle Quick Alert. Donc c'est simple, c'est une application qui permet de lancer discrètement une alerte en appuyant 3 fois de suite sur le bouton Power. Pour configurer l'application, il faut accepter la clause. Puis par la suite, on va faire autoriser, saisir le nom des contacts à alerter quand vous avez un problème. Donc, par exemple, je sais pas, je mets les différents contacts, j'appuie sur suivant. Après, ça me demande de mettre également les emails de ces différents contacts. Si vous êtes dans une situation critique, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais bon, ça peut être utile pour une personne âgée ou un jeune enfant. Il est très simple de déclencher une alerte. Donc une alerte sera automatiquement envoyée à vos correspondants avec votre localisation GPS. Et pour déclencher l'alerte, rien de plus simple, il faudra appuyer 3 fois de suite sur le bouton Power. Donc une action qui est réellement discrète et c'est une fonctionnalité que je trouve vraiment sympa mais que je n'ai pas testée à titre personnel. Ensuite, niveau surcouche, on n'a pas grand chose. Je vais également vous parler du lecteur d'empreintes dans cette partie surcouche, tout simplement parce que c'est le premier appareil Acer à en avoir un. Et mes tests ne sont pas prévus pour parler de ça, donc je vais en parler dans cette partie-là. Donc rien de plus simple, il faut savoir que le lecteur est cliquable. Donc quand l'écran est éteint, vous avez deux possibilités pour allumer l'écran. Soit vous appuyez sur le bouton Power, soit vous appuyez sur le lecteur d'empreintes.
Si vous le faites avec le bon doigt, ça va directement le déverrouiller. Donc avec le doigt que vous avez enregistré. Donc ça ne marche pas toujours du premier coup. Mais en général, il est plutôt réactif. Donc vous voyez, il suffit juste de poser le doigt et ça fonctionne. Je peux également faire comme ça. Et mon téléphone est déverrouillé. Ce qui est vachement rapide. Malheureusement, on ne peut pas attribuer d'action définie à chaque doigt, comme c'est le cas sur une marque, sur une autre marque, donc Wiko. Sur le Wiko YouFeel, d'après ce que je sais, on peut définir une action à chaque doigt. Ici, c'est malheureusement pas possible. Et on ne peut pas masquer les touches à l'écran pour utiliser uniquement le lecteur d'empreintes pour la navigation dans Android, ce qui est quand même un peu dommage. Pour le configurer, quelque chose de très classique sur Android, on a une interface tout à fait stock. Donc on va dans les paramètres. Non, c'est pas Smart Lock. Empreinte digitale, on saisit son code PIN et on peut configurer jusqu'à 5 doigts. Donc il faut savoir que j'ai configuré mes 2 pouces et je les ai configurés plusieurs fois pour que ça les reconnaisse de la meilleure manière possible. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien au quotidien. Par contre, il ne faut pas que le doigt soit sale, il ne faut pas qu'il soit mouillé, il ne faut pas qu'il soit gras parce que sinon c'est juste mort. Mais là, vous voyez, ça fonctionne très bien. J'ai également oublié d'évoquer le fait que cet appareil possède Quick Touch. Donc c'est le troisième moyen d'allumer cet appareil lorsqu'il est en veille. Lorsqu'on active cette fonctionnalité, on peut activer différents gestes. Donc pour lancer le téléphone, pour avoir accès au clavier du téléphone, pour passer un appel, il suffit de faire un V pour directement le déverrouiller dans ce mode-là. Pour ouvrir la caméra, un C, et pour le déverrouiller, un I. Nous avons également la fonctionnalité pour allumer la musique, Z, et un glissement vers la droite, oui, vers la droite, pour aller sur Left Page. Je vais vous faire une démonstration rapidement. Donc le téléphone est verrouillé. Pour allumer son écran, on peut faire ça. On peut également démarrer directement sa caméra sans mot de passe, ce qui permet de faire des photos très rapidement sans devoir déverrouiller le téléphone, même s'il a un lecteur d'empreintes, ce qui accélère vraiment la tâche. D'ailleurs, en parlant de la caméra, j'ai oublié d'évoquer une chose, c'est que cette caméra n'a pas de grille, donc on ne peut pas afficher une grille à l'écran pour pouvoir bien centrer la photo, ce qui est vraiment dommage. Et j'ai oublié de vous dire que ce bouton servait à déclencher le mode panorama. Bon, ensuite sur Quick Touch, nous avons le V pour lancer l'application qui gère les appels tout simplement, et le glissement vers la droite pour lancer Left Page. Donc étant donné que j'ai désactivé Left Page, ça fait rien. Parce que il y a une chose à dire, au niveau de Left Page, c'est un agrégateur de contenu, n'importe quoi. Donc il y a une chose à dire sur Left Page, donc c'est un agrégateur de contenu, ce qui est vraiment sympa, mais depuis un certain temps, la marque Acer a décidé de mettre plein de publicités dessus. Il y a même des publicités en taïwanais, donc tout simplement je l'ai désactivé, mais il est bien présent. Comme d'habitude, il est juste ici, mais maintenant il y a trop de publicités dessus et je trouve ça vraiment dommage. Donc là les publicités ne s'affichent pas parce que je l'avais désactivé, il a redémarré, mais on a beaucoup de publicités, on a même le fond d'écran qui change quand on est sur cette page d'accueil là, avec une publicité de chez Gameloft ou d'un autre éditeur, et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, typiquement les publicités. Donc là, 1, 2, 3, voilà, 3 publicités sur la page d'accueil. Celle-là même, c'est en taïwanais, ça nous redirige sur un site taïwanais. Là, on a un jeu qui en intéressera pas beaucoup. Et là, on a une publicité de chez Gameloft. Donc ça, je trouve ça vraiment nul de la part de la marque, parce que non seulement il y a des applications qui sont installées sur le téléphone, des applications assez indésirables qu'on peut heureusement désinstaller. Je vais vous montrer ce qui est installé par défaut sur le téléphone quand on l'allume une première fois. Nous avons Amazon, Asphalt Nitro, Cars Racing, Danger Dash, eBay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, Kids Center, c'est une application qui permet d'occuper votre enfant. Donc après, ça, c'est pas un point négatif. Et à ma connaissance, on ne peut pas la retrouver sur le Play Store. Donc ça, c'est pas des applications polluantes. On a L'Âge de glace. News Republic, bon, ça sert à Left Page. Opera Max, c'est quand même une application qui est sympa parce qu'elle permet d'économiser des données mobiles. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais vous pouvez la tester. C'est une application qui est plutôt bien. On a Puffin. Ça aussi, j'ai rien contre, tout simplement parce que c'est un navigateur web vraiment sympathique, tout simplement parce qu'il permet d'économiser des données et on peut voir les pages avec du contenu flash, contrairement à d'autres navigateurs web sur Android.
Donc ça, j'ai rien contre non plus. On a également Touchpal. Bon, c'est un clavier alternatif qui est disponible gratuitement sur le Play Store. Personnellement, je suis pas fan. J'utilise le clavier classique de Google, donc moi je l'ai viré. Et on a Spider-Man. Donc là, ça fait pas mal d'applications polluantes. On a également ce raccourci vers le site de Gameloft pour télécharger des jeux. Il y a également une autre chose, c'est que sur la deuxième page de l'écran d'accueil, nous avons tous ces raccourcis qui apparaissent. Donc Firefox, Booking, donc Amazon, eBay, je les ai déjà évoqués, Candy Crush, Gardenscapes et Kindle. On peut supprimer tout ça, mais je trouve que cela est vraiment dommage au niveau de l'expérience utilisateur parce que c'est polluant et un produit à 249 euros, sur un produit à 249 euros, je trouve ça un peu exagéré, sachant que la concurrence, il ne faut pas l'oublier, propose des produits bien plus performants que cet Acer. Ensuite, après, cet Acer, il a beaucoup de points forts, mais je trouve que ces applications sont vraiment, enfin, c'est vraiment irrespectueux de la part de la marque. Je vais maintenant passer à l'autonomie de cet appareil. Il faut savoir que cet appareil intègre une batterie de 4080 mAh, ce qui lui confère une très bonne autonomie. Malheureusement, sa batterie n'est pas amovible. Après, c'est pas un drame. Plein de téléphones, enfin tous les téléphones qui ont un cache arrière ou un châssis en aluminium ont une batterie qui est malheureusement figée, donc on n'a pas le choix. En usage normal, pour moi, on peut tenir 3 jours sans aucun souci. Qu'est-ce que j'appelle usage normal? C'est la moitié de l'utilisation en Wi-Fi, l'autre moitié en 4G, à raison d'utilisation d'1h45 par jour avec une luminosité moyenne. Ensuite, en usage intensif, on peut tenir 1 jour et demi. En très intensif, bien sûr 1 jour, parce que n'importe quel téléphone, quelle que soit sa batterie, on peut le décharger en une seule journée, du moins si on regarde les téléphones qui sont commercialisés sur le marché français. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sa batterie a une grande capacité. Donc ce téléphone a vraiment un point fort par rapport à ses concurrents dans la même gamme de prix, c'est qu'il a une très bonne autonomie. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et faut bien le souligner. Donc en usage plutôt classique, donc Wi-Fi et 4G, on peut tenir à peu près 6 heures en écran allumé, ce qui est plutôt un bon score. Je vais maintenant passer à la conclusion de ce test. Donc le prix constructeur de cet appareil en décembre 2016 est de 249 euros. On peut d'ores et déjà le retrouver chez certains revendeurs au prix de 239 euros. Je l'ai même vu il y a quelques jours à 230 euros, donc il faut attraper la promotion. Si vous voulez, vous l'achetez. Je trouve que son rapport qualité-prix est correct. Au niveau des points forts, pour moi, il a un bel écran. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, Frandroid, le site Frandroid a dit que son écran était de mauvaise qualité. Personnellement, je trouve pas ça flagrant. Je trouve qu'il tire un peu vers le bleu et que la luminosité elle est un peu faible, mais sans plus, il reste tout à fait correct. Après, comme je vous le répète encore et encore, euh, j'ai très souvent des appareils Acer en main et pas d'autres marques, donc je ne sais pas ce que ça donne chez les autres marques, mais j'étais allé voir dans un magasin et dans cette gamme de prix, en termes d'écran, j'ai pas trouvé beaucoup mieux, hein. Je vous dis honnêtement. Ensuite, on a son autonomie qui est bonne. Le téléphone est plutôt fluide quand on le surcharge pas trop. La qualité de la dalle tactile est vraiment bonne parce qu'elle est vraiment réactive. Il a une caméra frontale de 5 millions de pixels. Sa caméra arrière fait aussi de bons clichés à mon goût, est plutôt réactive et le fait qu'il ait un flashlight dual tone, c'est vraiment sympa. Son design est vraiment sympa, donc avec son verre 2,5D. Donc je dirais même, il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'il ressemble beaucoup aux iPhones avec son verre, et c'est le cas. Et c'est doux au toucher, c'est sympathique visuellement. Donc niveau design, franchement, pour le coup, Acer, pour moi, a fait un sans faute. Parce que le design, il est vraiment beau sur cet appareil. Et on a vraiment une belle montée en gamme au niveau du design chez Acer, comme je le répète encore et encore. J'espère que les prochains téléphones de la marque seront aussi beaux, voire plus beaux. On a également le lecteur d'empreintes qui rentre dans les points forts, tout simplement parce qu'avant, il n'y en avait pas. En ce qui concerne les points faibles, l'appareil ne possède pas de charge rapide, donc il a un adaptateur secteur classique 5 volts 2 ampères,
Si on ne l'utilise pas, de 0 à 100%, il prend à peu près 2 heures à se recharger. Donc il faut savoir que c'est toujours plus rapide que l'acien liquide Z630 ou Z630S pour lesquels il fallait 4 heures. Ici c'est 2 heures, c'est déjà bien. Les photos sont de temps en temps avec un léger dédoublement. Quand le mode ZSD n'est pas activé, Zero Shutter Delay, tout simplement parce que la photo prend du temps à être capturée et forcément on ne peut pas rester parfaitement immobile dans certaines conditions. Mais quand le mode ZSD est activé, il n'y a aucun souci. Je trouve que les performances globales pour le prix sont décevantes. J'aurais préféré avoir ici un Mediatek Helio P10 qui nous aurait conféré un score de 60 000 points sur AnTuTu. Bon, ici on a 37 000 points, ça reste suffisant pour un usage classique, mais bon, pour 249 €, je trouve ça un peu limite. Au niveau de la donc j'ai oublié aussi d'évoquer un point fort, je suis vraiment désolé. Le fait qu'il ait 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne, c'est assez sympa. Et le fait qu'il soit extensible aussi. Ensuite, la cible produit jeunesse, c'est la jeunesse et les professionnels qui cherchent un grand écran, une bonne autonomie et un téléphone qui fait de belles photos. Également les gens qui cherchent un téléphone assez élégant. Moi, je trouve que l'élégance, elle est clairement là. Le design, il est vraiment sympa sur cet appareil. Donc voilà, c'était mon test de l'Acer Liquid Z6 Plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye!